Le cadre permanent de concertation entre acteurs politiques, CPC, s'est réuni ce lundi à Lomé. Les élections locales en ligne de mire, le cadre a jugé nécessaire de s'accorder sur un certain nombre de points pour garantir un scrutin libre et apaisé. Entre autres points de discussion, la question du montant de la caution de candidature. Pour certains partis politiques, elle est trop élevée et doit faire l'objet d'un rabais assorti de mesures incitatives pour les femmes. Un autre point de discussion, la délivrance des certificats de résidence, document indispensable pour la validation d'une candidature. Certains candidats continuent d'être confrontés aux mairies qui, parfois, exigent des sommes jugées excessives. Le CPC souhaite aussi que le gouvernement revoie à la hausse la subvention publique accordée aux partis politiques engagés dans le processus électoral. Selon Maître Tchassona Traoré, président du CPC, les moyens actuels des partis politiques ne peuvent pas permettre une compétition équitable. La question de la CENI, dont les membres sont en fin de mandat, a été aussi discutée et référée à l'Assemblée nationale. Vu le nombre de réajustements qui doivent être apportés aux préparatifs des locales, plusieurs voix au sein du CPC ont formulé le vœu d'un léger report du scrutin. Maître Tchassona Traoré, président du CPC, exhorte le pouvoir public à répondre favorablement à ces propositions pour garantir un scrutin apaisé, inclusif et équitable. Selon une récente étude de l'Organisation mondiale pour la santé OMS, 62% des Togolais consomment des boissons alcoolisées, ceci durant au moins 7 jours dans le mois. Parmi ces boissons alcoolisées figure le sodabi, produit fabriqué localement. Cette fabrication vient d'être certifiée. En effet, il s'agit d'un certificat qui émane du Comité togolais d'agrément, qui est un organe technique de la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement. Selon le comité, c'est un certificat qui atteste que le processus de fabrication du sodabi répond désormais aux normes officielles. Toutefois, ce certificat couronne un processus rigoureux mené en 2 étapes, à savoir le diagnostic qualité sur le site, suivi de la mise en œuvre du protocole de certification. Valable pour 3 années, ce document pourra être renouvelé à condition que l'entreprise maintienne ses engagements en matière de qualité et d'hygiène. Par ailleurs, rappelons que plusieurs recherches mettent en lumière des comorbidités significatives liées à la consommation excessive d'alcool. Les surfaces forestières du Togo connaissent de plus en plus un recul dramatique. Chaque année, au moins 5 millions d'arbres sont abattus. Autrement dit, le pays subit une perte de près de 3700 hectares de dégradation des forêts, selon le ministère de l'Environnement. La situation étant très critique, les autorités en charge de l'environnement comptent restaurer les forêts dégradées. Ainsi, à l'intérieur du pays et plus particulièrement dans la région centrale, un chantier de reboisement est engagé. Ce projet a pour finalité de restaurer plus de 1,4 million d'hectares de forêts dégradées. Ce programme, soutenu par le Luxembourg et l'Allemagne, permettra la restauration des forêts dans les préfectures de Tchamba, Tchaoudjo, Sotouboua et dans le bassin du fleuve Mono. Il s'agit en effet de la 2e phase du projet Forest for Future F4F. Rappelons que les écosystèmes forestiers remplissent une multitude de services contribuant au bien-être de l'homme. Le commerce illicite représente un défi majeur pour les économies africaines. De la contrebande des produits agricoles à la falsification des biens de consommation, en passant par les stupéfiants, les espèces sauvages, les médicaments et les armes, le phénomène prend des proportions inquiétantes. Les frontières poreuses, la corruption et l'absence de contrôle strict favorisent l'essor de ce commerce parallèle. Ce phénomène ne se limite pas à des pertes fiscales. Il fragilise aussi les entreprises légitimes et met en danger la santé des populations exposées à des produits non conformes. Chaque année, le continent perd environ 50 milliards de dollars à cause de ces flux financiers illégaux, privant ainsi les États de ressources cruciales pour leur développement. L'édition 2025 de l'Illicit Trade Index, publiée par l'Alliance transnationale pour la lutte contre le commerce illicite, révèle des disparités notables entre les pays africains dans la lutte contre le fléau.
Sur 158 pays évalués, la Tunisie, Maurice et le Maroc se démarquent comme les plus performants du continent avec des scores respectifs de 59, 54,3 et 53 points sur 100. Ces résultats traduisent des efforts significatifs dans la gestion des douanes et du commerce frontalier, bien que des faiblesses subsistent dans les cadres réglementaires de la chaîne d'approvisionnement. Avec un score de 40,8 points, l'Afrique reste en deçà de la moyenne mondiale de 49,9, soulignant des défis structurels à surmonter. Le Togo, où la contrebande reste un défi majeur, peine à endiguer le phénomène malgré quelques efforts. Le pays occupe la 109e place mondiale derrière le Bénin et le Ghana. La lutte contre le commerce illicite demeure donc une priorité pour protéger les économies africaines et leurs citoyens. Qu'il s'agisse de terrorisme ou de banditisme, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel en particulier sont confrontés à la présence de nombreuses armes en circulation. Quelles sont alors les origines de ces armes? La question semble avoir trouvé sa réponse. En effet, selon une enquête de l'ONG Conflict Armament Research, les groupes djihadistes s'arment principalement avec des armes locales. Autrement dit, les saisies d'armes des groupes islamistes se déroulent notamment lors des raids contre les forces armées nationales. Dans les détails, un quart des armes saisies viennent des armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elles ont été abandonnées après des attaques djihadistes. Il y a aussi le recyclage d'armes anciennes venant notamment du Libéria, de la Libye et de la Côte d'Ivoire, entre autres. Il faut souligner que cette recherche à long cours de l'ONG britannique Conflict Armament Research se base sur l'étude de plus de 700 armes récupérées par des forces de sécurité régionale auprès des groupes djihadistes entre 2015 et 2023. Depuis ce 13 mai, trône fièrement le mausolée du père de la révolution burkinabé d'août 1983 et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 sur le site du Conseil de l'Entente. Conçu en forme d'œil, d'une hauteur de plus de 7 mètres, d'une rampe monumentale et des marches descendantes représentant les 13 martyrs couchés, le mausolée constitue un acte mémoriel historique fort et la victoire de la révolution sur l'impérialisme. Ce mausolée représente la victoire de la révolution sur la réaction, la victoire des idéaux souverainistes de Thomas Sankara sur le désir d'esclavage qu'avait l'impérialisme. C'est un triomphe des peuples qui luttent contre les oppresseurs. C'est un triomphe des peuples opprimés contre les oppresseurs. C'est un triomphe des colonisés contre les colonisateurs. L'érection de ce mausolée est un symbole fort pour la sauvegarde, la préservation et la promotion de l'héritage politique du père de la révolution burkinabé. Un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabés, des combattants de la liberté et de tous les hommes épris de paix et de justice sociale, le sacrifice du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Ce mausolée est aussi le témoignage d'une intégrité persécutée, mais toujours vivace. Ancien compagnon de Thomas Sankara, ce sextagénaire Alouna Traoré invite la jeunesse à prendre ses responsabilités pour une Afrique libre. Nous en appelons à toute la jeunesse africaine qu'elle prenne ses responsabilités. L'heure marque l'heure de l'Afrique. Nous devons nous assumer. Continent exploité, continent de toutes les richesses et continent de mendiants. On nous a transformés en mendiants. Des choses. Il faut quitter l'infantilisation de l'Africain pour qu'il s'assume. Plusieurs artères de la ville de Ouagadougou seront rebaptisées au nom des 12 compagnons de Thomas Sankara. La Journée internationale des femmes dans le secteur maritime a été l'occasion de célébrer le rôle déterminant des femmes dans le développement de ces industries. Organisé à Mogadiscio en présence de membres du ministère de la Pêche et de l'économie bleue, cet événement a permis de rappeler la nécessité d'accroître leur participation dans ce secteur historiquement dominé par les hommes. Nous ne pouvons pas attendre un autre jour, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. En Somalie, des femmes travaillent dans les ports, mènent des recherches, protègent l'environnement et travaillent dans le domaine du droit maritime.
Le ministère des Ports et des Affaires maritimes s'engage à faire tomber les barrières qui empêchent les femmes de participer aux activités maritimes ainsi qu'à lutter contre toute discrimination et s'efforcera de créer des emplois et des opportunités de leadership pour les femmes somaliennes. La journée vise à lancer une nouvelle initiative axée sur l'autonomisation des femmes par l'éducation et la création d'emplois dans le domaine maritime. J'encourage les femmes à ne pas se décourager et à ne pas perdre espoir. La Somalie possède le plus long littoral d'Afrique. Les femmes peuvent tirer un grand profit du secteur maritime qui présente un énorme potentiel financier, mais elles doivent apprendre les différentes compétences maritimes. Alors que la Somalie possède le plus grand littoral d'Afrique continentale, l'inégalité entre les sexes prévaut et prive encore les femmes et les filles de droits et d'opportunités essentiels tels que l'accès à l'éducation maritime et la participation économique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé à Washington DC lundi après-midi. L'objectif de cette visite d'État est de réinitialiser et de revitaliser les relations bilatérales entre les deux pays. Il rencontrera le président Donald Trump mercredi. Une entrevue qui intervient après que les États-Unis ont accueilli 59 Sud-Africains blancs en tant que réfugiés la semaine dernière. Le début de ce que l'administration Trump a déclaré être un plan de relocalisation plus large pour les agriculteurs afrikaners minoritaires qui, selon le chef d'État américain, sont persécutés dans leur patrie en raison de leur race. L'Afrique du Sud a nié ces allégations. Monsieur Trump a critiqué le gouvernement sud-africain dirigé par des Noirs sur de nombreux fronts et a pris un décret le 7 février pour supprimer tous les financements américains destinés à ce pays en guise de punition pour ce qu'il a qualifié de politique anti-blanche en Afrique du Sud et de politique étrangère anti-américaine. La délégation sud-africaine composée de 4 ministres en plus du chef d'État craint particulièrement les taxes douanières des États-Unis, deuxième partenaire commercial de Pretoria derrière la Chine. Les droits de douane annoncés par le président américain en avril, puis suspendus pour 90 jours, incluaient une taxe de 31% sur les importations sud-africaines. La nouvelle politique migratoire de l'Allemagne commence déjà à poser problème. Le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt a renforcé les contrôles aux frontières. Toute personne entrant dans le pays sans autorisation, y compris les demandeurs d'asile, doit être strictement refoulée. Mais les tensions se multiplient avec les pays voisins. La Pologne, la Suisse et le Luxembourg ont tous déjà refusé d'accueillir des migrants. Combien de temps encore le ministre de l'Intérieur pourra-t-il maintenir cette mesure ? Man sieht jetzt gerade, dass sich massiver Protest mehrt in unseren Nachbarländern, dass hier eben auch deutlich gemacht wird, wir nehmen die Leute nicht einfach zurück, wenn Deutschland sich nicht an diese Dublin-Regeln hält. Und genau diese Frage muss die Bundesregierung jetzt beantworten, wie sie dieses Chaos beenden will. Deswegen Menschen mit wirklich kriminellen, terroristischen Absichten, ja, die werden einen anderen Weg finden. Es ist auch davon auszugehen, dass Menschen, die zurückgewiesen werden, es einfach nochmal versuchen. Récemment, l'Allemagne a de nouveau été secouée par des actes de violence. Dimanche à Bielefeld, un Syrien arrivé dans le pays en 2023 a poignardé les clients d'un bar et aurait pris la fuite. 5 personnes ont été grièvement blessées. Selon les enquêteurs, il s'agit d'un attentat. Le syndicat allemand de la police affirme que les politiques frontalières actuelles ne suffisent pas. La Grande-Bretagne, le Canada et la France menacent Israël de sanctions si Benyamin Netanyahou ne met pas fin à l'offensive visant à prendre le contrôle de tout le territoire palestinien. Les dirigeants occidentaux ordonnent également la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire en quantité suffisante. Cette prise de position fait suite à l'arrivée d'un nombre limité de camions d'aide humanitaire à Gaza, après près de 3 mois de blocus israélien sur la nourriture, les médicaments et d'autres fournitures essentielles. Benyamin Netanyahou a cédé à la pression de ses alliés, mais n'a autorisé qu'une faible quantité d'aide afin de s'assurer le soutien des États-Unis. Les 3 pays occidentaux ont publié une déclaration commune qualifiant ces livraisons de tout à fait insuffisantes et ont mis en garde contre des actions concrètes à l'encontre d'Israël. It's a really serious, unacceptable, intolerable situation, and that's why we are working intensely to coordinate with other leaders how we respond to this, because it is intolerable, it is unacceptable, and we will continue to work in that way.
En réponse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou assure que cette déclaration est une énorme récompense pour le Hamas et que cela incite à d'autres violences. Il assure également qu'Israël se défendrait jusqu'à obtenir une victoire totale. Benjamin Netanyahou a aussi réitéré les conditions d'Israël pour la paix, qui comprennent la libération de tous les otages restants et la démilitarisation de la bande de Gaza. De cette maison toujours debout ne restent désormais que les murs. À Plevna, dans le Kansas, une violente tempête a endommagé plusieurs habitations. Fenêtres brisées, toits arrachés, ce bout de tôle a même été projeté à plusieurs mètres de haut sur un arbre. Médusés, les propriétaires enchaînent les allers-retours pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Dimanche, plusieurs États américains ont été touchés par de fortes intempéries, quelques jours seulement après la mort d'une vingtaine de personnes dans le sud et le Midwest, balayées par des tornades. À plus de 1300 km de là, dans le Kentucky, ces avions de collection n'ont eux pas résisté au vent violent. Image impressionnante aussi dans le Texas, filmées par un drone, elles permettent de mieux se rendre compte de l'ampleur des dégâts. 3 États touchés par des événements climatiques extrêmes à quelques heures d'intervalle, rien d'inhabituel aux États-Unis où en 2024, pas moins de 1700 tornades ont été recensées, une hausse de 30% par rapport à 2023 et un nouveau record pour le pays.